bien, je voulais tout d'abord vous remercier de me donner l'occasion de vous rencontrer, de retrouver aussi des étudiants Mitra et voilà. Alors je ne suis pas venue en mission Mitra, mais je profite d'un colloque à Rio pour venir ici et vous présenter un peu donc à la fois ce que nous faisons dans l'axe 3 de Mitra, qui n'est pas le vôtre, mais vous verrez que le sujet migrant, celui de l'axe 2, peut-être plus important pour vous, m'intéresse beaucoup. Et je parlerai aussi de mes propres travaux, puisque, je vous préviens, je suis historienne, donc voilà, je parlerai beaucoup d'histoire. Et mes propres travaux, que j'indiquerai en rapport avec peut-être une vision plus globale, portent sur deux principaux thèmes. Je travaille sur l'exil au XIXe siècle, l'exil des Français, l'exil politique des Français dans le monde entier, surtout en Europe, mais aussi dans le monde, enfin, aux Amériques, puisque je suis un peu en pèlerinage presque, puisque un de mes exilés, donc Charles Ribérol, est venu ici à Rio à la fin des années 1850, qu'il est mort de la fièvre jaune, et qu'il a écrit avec un photographe le premier Brasil Pittoresco, et qui est le premier livre illustré de photographie en Amérique latine. Voilà. Donc, voilà. Et il est enterré, mais je n'irai pas au cimetière parce que je crois que c'est difficile d'aller au cimetière de Katumbi. Bon, on m'a dit que c'était pas. Voilà. Bon. Il y a sa tombe avec une épitaphe de Victor Hugo. Bon, voilà. Bon. Et je travaille aussi sur des femmes polonaises qui sont venues travailler en France dans les années 1930. Voilà, un autre sujet complètement différent, donc l'exil, le départ des Français, et puis voilà. Donc j'ai intitulé ma communication Migration, frontières, situation migratoire. Alors c'est un sujet très vaste, mais je vais juste essayer de vous présenter un petit peu comment en histoire, en France spécifiquement, donc on entend ces trois termes et vous présenter éventuellement donc quelques réflexions autour de ces travaux. Alors je pense qu'il y a très peu d'historiens présents, mais vous verrez que de plus en plus les historiens justement essaient de travailler de manière interdisciplinaire, de travailler donc avec d'autres sciences sociales, mais aussi avec les sociologues, les géographes. Donc nous sortons un peu aussi de notre monde un peu fermé quand même. Alors je vais prendre les trois mots de suite un petit peu et essayer de vous montrer quelques réflexions autour de là. Si je suis très très longue, vous me coupez. Je vais essayer quand même de ne pas être... Alors migration, donc le premier terme de ces trois, migration, frontières, situation migratoire. Migration, pour les Français et pour les historiens français, parler de migration, c'est surtout parler d'immigration. C'est parler donc de l'arrivée de populations en France, les Français étant considérés comme des gens qui ne bougent pas, qui sont l'exception même presque en Europe de ceux qui bougent le moins presque. C'est pas tout à fait vrai, mais donc c'est une histoire surtout de l'immigration. C'est une histoire donc qui est assez récente, assez nouvelle, puisqu'elle a 30 ans à peine. Elle est née dans les années 80. Je donnerai peu de noms d'historiens, je peux développer si vous le souhaitez, mais il y a deux noms peut-être à connaître sur ces années-là. C'est une historienne qui s'appelle Janine Ponty, qui a travaillé sur les Polonais en France, sur l'arrivée des Polonais en France. Et puis un autre historien qui s'appelle Gérard Noiriel, et qui dans les années 1980 a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Creuset français, c'est-à-dire le melting pot français, un terme qui évidemment paraissait très étonnant par rapport à l'idée d'une France finalement qui n'est pas très mélangée, très métissée. Cela. Donc cette histoire d'immigration a été donc une histoire des arrivées et elle est surtout née au sein de l'histoire sociale et aussi dans l'analyse démographique, c'est-à-dire qu'on a cherché à compter
et à compter donc les Français, mais aussi les autres, entre guillemets. Donc c'est comme cela que cette histoire s'est construite. Cette thématique des migrations, elle est née aussi, et je crois que ça c'est un constat, et on peut peut-être comparer aussi cela avec d'autres pays, elle est née dans un contexte politique tout à fait particulier. Elle est née au moment donc, où les politiques migratoires sont devenues un sujet politique important, où l'on s'est interrogé sur la place des immigrés dans la société française, avec une date importante qui est la fin des années 70, qui marquait la fermeture des frontières, la volonté de stopper l'immigration, ou du moins de l'encadrer, de l'organiser. Donc, est monté dans les années 80 un discours de rejet contre les immigrés par les partis d'extrême droite en France. Et toute la question donc, a été posée du maintien d'une identité nationale par rapport donc, à l'arrivée des étrangers. Et donc, les historiens qui ont travaillé sur cette question dans les années 80 ont été des historiens assez militants de la question, parce que même si c'était des travaux d'histoire, malgré tout, c'était un moyen de démontrer qu'il y avait eu des immigrations antérieures, qu'elles avaient posé des problèmes, elles aussi, entre guillemets, qu'il y avait toujours eu ça, et que finalement il y avait ce qu'on pourrait appeler des invariants dans le discours contre les immigrés, que ce soit des Italiens, des Espagnols, ou maintenant donc des musulmans, comme on dit, ce qui n'a pas de sens, le terme étant un terme religieux et non pas un terme communautaire. Donc voilà, donc cette histoire, elle est née donc, dans un contexte particulier, et donc les historiens se sont intéressés soit à des communautés qui étaient arrivées en France, soit ils se sont intéressés donc à l'histoire des politiques, des législations, des lois qui avaient été faites depuis la Révolution française sur la présence, sur les étrangers donc en France. S'intéressant particulièrement à la Seconde Guerre mondiale, qui a été marquée en France donc, par la mise en place d'une politique contre les Juifs, et qui s'est accompagnée de mesures de dénaturalisation, c'est-à-dire que l'on enlevait la nationalité française donc, à un certain nombre de Juifs. Alors, cette histoire donc, assez militante s'est ajoutée en quelque sorte à cette histoire de la migration économique. Puisque donc ce qu'on étudiait surtout, c'était des migrants venus pour travailler en France, dont on étudiait les lieux d'intégration, et comme s'il s'agissait surtout d'hommes, cette intégration passait essentiellement par le lieu de travail, et donc c'est surtout par rapport aux usines finalement, aux organisations syndicales, un peu à la politique, donc que s'est construite cette histoire. Donc, si je reviens un petit peu sur la construction de Mitra, quand même, la culture est très très peu présente durant cette phase, parce que finalement, ce qui compte, ça serait plutôt la façon dont s'intègrent, mais finalement souvent de façon assez brève, ces immigrés qui sont pensés même par les historiens, surtout pour les dernières, qui sont pensés pour les derniers arrivants, comme des populations qui ne souhaitent pas forcément rester en France. L'intégration, elle, jouant sur les populations évidemment arrivées, les Italiens, les Espagnols arrivés bien avant. Alors dans les années 1990, je vais assez vite bien sûr pour présenter tout cela, l'intérêt des historiens s'est poursuivi à peu près dans les mêmes champs, en intégrant beaucoup plus la question du logement, de la sociabilité des migrants, des lieux de rencontre aussi, à l'intérieur d'une communauté, mais aussi entre communautés. La situation étant modifiée par le fait que cette fermeture des frontières avait en grande partie favorisé l'arrivée de femmes et d'enfants, puisque donc les dernières grandes vagues migratoires venaient bien sûr des anciennes colonies françaises et surtout d'Algérie. Et donc, ce qu'on appelle le regroupement familial a fait que la population étrangère en France n'était plus simplement perçue comme une population masculine, mais aussi comme une population avec des femmes, des enfants, donc s'intégrant aussi dans la rénovation urbaine, dans les banlieues. Et donc la question
donc de l'immigration commence à être lié à cette question du logement, mais surtout, bien sûr, des quartiers et de la banque. Et là, les historiens ont commencé à travailler avec des sociologues, et notamment donc avec les travaux d'un grand sociologue qui a travaillé donc sur l'Algérie, sur les Algériens, qui est Abdelmalek Sayad, qui donc s'est intéressé, mais les historiens à ce moment-là ne prennent qu'une partie, je pense, du travail de Sayad, par exemple en s'intéressant aux foyers de travailleurs à des lieux. On n'a pas encore à ce moment-là véritablement de réflexion sur la sensibilité d'Abdelmalek Sayad, par exemple, à ce qu'il appelle la double absence du migrant, c'est-à-dire le fait qu'il est absent dans son pays, mais qu'il est aussi absent, d'une certaine manière, invisible dans le pays d'accueil. Alors, comme vous le voyez, cette histoire des migrations en France est une histoire un peu paradoxale, jusque dans les années 90, parce que c'est une histoire sans circulation, sans mobilité. Finalement, on s'intéresse aux populations quand elles sont arrivées. On ne s'intéresse pas tellement au pays de départ. Et finalement, les mouvements, les mobilités sont assez peu pris en compte, finalement. Mais bon, voilà, c'est une histoire donc, qui est nouvelle aussi. Et là, on voit bien la supériorité de la littérature ou des arts pour prendre en compte cette dimension de la mobilité, puisque la littérature, qu'elle soit de fiction ou plus largement même presque documentaire, intégrait beaucoup plus que les historiens ne le faisaient, mais ils vont le faire après, le récit de la migration, c'est-à-dire la parole du migrant. Là, les migrants étaient finalement des acteurs assez passifs, que l'on comptabilisait, que l'on voyait en groupe, les Algériens, les Marocains, bon. Et on n'intégrait pas tellement la trajectoire du migrant, et ce n'est que finalement à partir de la fin des années 90 que les historiens donc ont commencé à s'intéresser et à travailler avec des sources qui ne soient plus des sources simplement, j'allais dire, officielles, que ce soit des sources de la police, que ce soit les sources de toutes les administrations avec lesquelles les étrangers ont affaire, que ce soit au 19e ou au 20e, mais de travailler aussi essayer de rechercher la parole du migrant, alors à travers bien sûr des entretiens, mais pour les périodes plus anciennes, à travers une source qui avait été négligée jusque-là, qui est encore assez négligée, qui sont les lettres de migrants, les échanges donc de lettres, les photographies aussi, qui sont un élément très très important dans la circulation du pays de départ et du pays d'arrivée. Alors, il faudrait que je cite, et je vais en reparler plusieurs moins de reprises, les travaux d'une historienne qui a beaucoup fait avancer les choses en France, qui s'appelle Nancy Green, qui est donc américaine, et cette historienne donc américaine son travail de départ était l'arrivée de populations juives en France dans l'entre-deux-guerres, mais elle a mené tout de suite un travail de comparaison avec l'arrivée de ces populations juives en France, à Paris, et l'arrivée de populations venues également des mêmes lieux en Europe de l'Est, à New York. Donc, elle a fait un travail de comparaison, ce qui finalement était souvent pas tellement fait. Et surtout, donc, elle a, et c'est le titre même de l'un de ses ouvrages, repensé les migrations, en essayant de les penser différemment, et en s'intéressant justement à peu près à tout ce qui avait été laissé de côté. Donc elle s'est intéressée au fait de partir d'un pays vers plusieurs autres pays. Est-ce qu'on, être un Portugais qui partirait au Brésil, qui part au Canada, qui part en France, évidemment il n'a pas le même vécu, il n'a pas la même perception de sa migration, et on doit l'intégrer bien sûr dans notre analyse. Même chose, voir un pays d'accueil comme un pays où vont arriver des gens de lieux différents. Bon, c'est des évidences, mais en même temps, finalement, le travail des historiens ne s'était pas fait de cette manière-là.
Autre chose sur lequel elle a travaillé, qui était un sujet très peu traité en France, c'est la place des femmes. Finalement, les femmes étaient tout à fait invisibles dans cette migration. Alors ça s'explique parce que l'image du migrant, c'est l'homme qui travaille. Bon. Mais voir comment les femmes donc, bougeaient, se rendre compte qu'elles ont toujours bougé. Et ça, on s'en rend très bien compte quand on regarde les photos d'Ellis Island, des arrivées donc, à New York. On voit énormément de femmes, d'enfants. Sur les images aussi, donc, on peut voir tout à fait cela. Donc, elle s'est intéressée à la migration féminine, au discours aussi que l'on peut avoir sur cette migration féminine. Et puis, comme je vous le disais, intérêt aussi pour les trajectoires à partir donc, de lettres de migrants. Et donc prise en compte progressive de la façon dont les gens ont perçu leur venue, leur installation en France. Autre intérêt nouveau donc, depuis ces années 90-2000, c'est aussi de s'intéresser au retour. L'idée a toujours été que soit il y avait deux types de migrants, c'est-à-dire ceux qui vraiment voulaient s'installer, et ceux qui finalement ne vivaient que dans une migration qu'ils pensaient provisoire et dans un mouvement de va-et-vient. Les travaux de Nancy Green et d'autres, je donne simplement son nom, ont montré la complexité des retours et le fait que le retour n'est pas forcément complètement pensé à l'avance, bien sûr, que ce n'est pas forcément une stratégie et qu'il y a beaucoup donc de diversité de situations qui font que les perceptions qu'on a de populations qui auraient absolument voulu s'installer, finalement on se rend compte qu'il y a aussi énormément de retours, qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui repartent. Donc intérêt aussi, pas seulement pour le départ, mais aussi pour le retour, ce qui avait été assez peu travaillé. Autre idée qui prend vraiment en compte la notion de mobilité, c'est de ne pas distinguer, de ne pas séparer ce qui est de la migration, j'allais dire extérieure, de la migration intérieure. Alors, c'est évidemment des choses qui, pour vous, au Brésil, sont beaucoup plus évidentes vu la taille du pays. La migration intérieure, elle peut être une migration, évidemment, presque d'un pays à un autre. Mais bon, pour la France, du moins, ça peut paraître beaucoup moins important. Mais c'est l'idée de voir les migrations aussi, toutes les migrations, comme un ensemble. C'est-à-dire que quand on part d'un village en France pour aller à Paris, c'est aussi une migration. Et de ne pas dissocier qu'il y a des gens qui font comme ça des migrations par étapes. Et que le processus, évidemment, donc, doit intégrer aussi ces routes en zigzag, en quelque sorte, et qu'on avait souvent assez peu intégrées. Donc, pour en finir sur cette question des migrations, aujourd'hui, il y a, je le disais tout à l'heure dans notre traducteur, il y a un peu dans cette histoire des migrations, on a l'impression qu'elle est moins portée par rapport aux étudiants, ça intéresse un peu moins actuellement peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il y a eu beaucoup de travaux, et puis là je trouve que c'est moins porteur. Alors parmi les travaux qu'on essaie de lancer, qui là vraiment sont les travaux dans toute l'Europe, on s'est rendu compte qu'on s'était intéressé aux migrations finalement des plus pauvres, des plus peu qualifiés. Et en fait, à Nancy Green et moi-même et d'autres, nous menons actuellement des travaux de recherche sur les migrations d'élite, migrations, ce qu'on peut appeler les first class, les migrations de première classe. Pourquoi ? Parce qu'elles font aussi partie des migrations et qu'il faut aussi les étudier. On voit souvent les élites finalement comme des voyageurs et pas comme des migrants, mais il y a aussi bien sûr donc des travaux à mener donc dans ces questions aussi qui bien sûr touchent des questions de diaspora, qui sont aussi un thème, bien sûr, très très important dans la réflexion donc, que nous menons sur ces expatriés et autres. Donc là encore, une histoire peu culturelle, encore peut-être, pas assez, peut-être pas que par l'en haut, j'allais dire, plus que par l'en bas, on voit
petit à petit se mettre en place donc ces questions, mais elle s'intéresse plus finalement à des questions de transfert de culture, de transfert de conditions sociales, enfin des possibilités sociales et du passage en quelque sorte. Essayer petit à petit d'intégrer à la fois une histoire sociale, du politique, c'est-à-dire voir ces exilés politiques aussi comme des individus qui ont besoin de vivre, de survivre, donc d'avoir un métier, qui ne vivent pas vivre que le politique. Donc il faut aussi, comme ça, en exil, trouver des moyens. Il y a aussi la question, bien sûr, de la représentation du vécu de ces exilés, comment ils se perçoivent, comment ils perçoivent l'autre, comment ils pensent le temps. La temporalité est très importante en exil, hein, c'est quelque chose de très important aussi. Donc tout ça a nourri mes travaux donc, de recherche qui au départ pouvaient simplement effectivement s'intégrer dans simplement une façon de cartographier, de faire une carte en quelque sorte de l'exil politique français au XIXe siècle. Même chose pour mon autre sujet de recherche sur les femmes polonaises. Ce travail est parti en réalité vraiment là du fait que nous avions trouvé un ensemble de 1000 lettres de ces femmes, et des lettres tout à fait particulières. Donc, le travail a été un travail de traduction, parce qu'elles étaient en polonais. Je ne parle pas polonais. Donc, voilà. Donc, c'était un travail parce que donc, là, nous avions cette source des lettres qui permettait de reconstituer, ou d'essayer de reconstituer des morceaux de vie de ces femmes qui vivent dans les campagnes françaises dans des conditions affreuses, parce qu'elles sont toutes seules, très souvent isolées, et donc elles subissent énormément, comment dire, disons, de pression masculine et souvent de façon assez violente. Donc ce sont des témoignages assez durs parfois, mais intéressants. Donc voilà pour ce qui est de la migration. Si je parle, j'essaierai d'être un peu rapide, sur la question de la frontière, là aussi, peut-être que nous avons des problèmes en France pour parler de la frontière. D'abord des problèmes de vocabulaire, parce que le terme de frontière est un terme qui renvoie, nous n'avons pas de diversité de termes en France par rapport, je ne sais pas pour le portugais, mais l'anglais, lui, a au moins trois termes: frontière, border, boundary. Bon. En France, la frontière, c'est vraiment une espèce de ligne. Il y a peu de termes, il y en a d'autres, mais on les emploie vraiment très très peu, qui montreraient, j'allais dire, l'épaisseur de la frontière, l'idée que cette frontière, évidemment, peut être un espace véritablement, et non une ligne sur un... Donc longtemps, la frontière a été étudiée par les historiens comme finalement un élément de la politique internationale, ou du moins de la politique entre les États, fixer des frontières dans le cadre européen ou dans le cadre aussi, bien sûr, de la colonisation, et ça avait aussi un sens. Les historiens ont bénéficié là des travaux des géographes, et c'est pas pour rien justement c'est un géographe qui dirige l'axe 3 Mitra, Patrick Piquet, spécialiste des frontières. Ce sont les géographes qui vraiment nous ont amenés à essayer de repenser cette question donc de la frontière. Mais il y a malgré tout quand même assez peu de travaux, et les meilleurs travaux en histoire, je pense, sont des travaux qui portent actuellement sur les frontières coloniales, les frontières donc en Afrique noire ou même en Algérie, et finalement assez peu en France. Il y a un travail important qui a été fait par je crois qu'il est australien, Peter Sellins, sur les frontières de la France et de l'Espagne, mais pas pour la période contemporaine, pour l'époque plutôt moderne. Et là, je crois que sur les travaux sur les frontières entre la France et l'Italie, ce sont des travaux italiens et ce ne sont pas des travaux français. Et pour la frontière qui m'est la plus proche de mon milieu de travail, Lille, qui est la frontière avec la Belgique, il y a finalement très peu de travaux d'historiens
Bon, alors la directrice de Mitra actuellement, Sabine Dulin, est une spécialiste de la frontière. Elle travaille sur un autre type de frontières, elle travaille sur les frontières à l'intérieur du monde communiste, pendant la période communiste donc, et les gardes frontières, la façon dont ça s'organisait. Mais ce sont des travaux quand même tout à fait rares. C'est avec aussi Nancy Green que cette question des frontières a été beaucoup repensée. Elle est l'une des rares à s'être intéressée aussi à la frontière comme lieu de passage. S'intéresser donc aux gares, aux trains, aux bateaux, voir la frontière finalement, non pas comme simplement le lieu où on donne ses papiers, mais tout ce qui sont tout ce qui fait que la frontière finalement commence presque au moment où on quitte son village, tous les rituels qui peuvent s'organiser pour le départ, et donc voir plutôt donc cette frontière comme quelque chose, si vous voulez, d'assez mobile, et qui donc aussi fait partie d'un processus pour le migrant qui circule, et qui donc va aussi changer bien sûr d'air culturel. Elle s'est intéressée aussi donc à des éléments qui avaient été un petit peu laissés de côté, comme la découverte de la nourriture nouvelle, l'espoir, la fatigue, la peur. Tout ça étaient des choses que les historiens avaient peu étudiées et qu'on retrouve évidemment beaucoup dans les récits de passage, un passage de la frontière, mais entendu là, je vous l'ai dit, donc de façon assez large. Voilà. Donc, il y a donc un certain nombre donc, de travaux qui sont menés. Et si je reprends, comme je l'ai fait tout à l'heure donc, pour les migrations, mes propres travaux, j'avais été très très étonnée justement, travaillant sur le 19e siècle, que la frontière, pour les exilés sur lesquels je travaille, soit finalement quelque chose qui ne pose pas véritablement de problème. Finalement, c'est une période où la frontière telle que on l'a pensée, elle correspondrait finalement à une période assez brève dans l'histoire. Finalement, ça serait le 20e siècle. Au 19e siècle, la frontière, il n'y a pas véritablement de ligne, donc la circulation se fait relativement facilement. Je parle pour la France, bien sûr. Et dans le grand dictionnaire français que j'utilise très souvent, qui est le dictionnaire, premier dictionnaire donc, de Pierre Larousse, des années 1860, la définition de la frontière est une définition très courte. Elle n'est pas du tout, et visiblement ça ne l'intéresse pas, elle dit « Oh, la frontière, c'est juste un problème de voisinage, de murs mitoyens, comme entre des voisins. » C'est pas très intéressant. Donc, cette question de la frontière, elle est postérieure. Les exilés, sur lesquels j'ai travaillé, ne traversent pas facilement les frontières, mais finalement, la frontière, elle n'est pas sur la ligne entre les deux pays, elle est très souvent sur les lieux de transport, sur les lieux de la mobilité. En fait, on est contrôlé, le contrôle se fait sur les lignes de chemin de fer. Et c'est donc là, véritablement, qu'il faut faire attention, qu'il faut se déguiser, qu'il faut... Bon, c'est donc, on est contrôlé dans le train, en fait. Donc, ce sont les lignes de chemin de fer, plus les arrivées dans les gares, qui sont importantes, plus que vraiment le passage de la frontière telle qu'elle est. Pour les migrantes polonaises sur lesquelles je travaille, la frontière aussi, elle n'est pas matérialisée par une ligne ou un moment de passage précis. Elle est double ou triple, peut-on dire. Ces migrantes polonaises sont regroupées en Pologne dans des centres où on va faire les premiers examens médicaux pour savoir si elles peuvent partir. Essayer, mais il n'y a pas d'examen spécifique, mais essayer de savoir si elles sont déjà enceintes ou pas quand elles partent, pour éviter qu'elles partent si elles sont enceintes. Bon. Et ensuite, donc, elles partent en train, et elles arrivent à un endroit qui serait le Ellis Island français, mais qui n'a rien à voir et qui est détruit d'ailleurs. C'est une ville dans l'est de la France qui s'appelle Toul,
et donc où il y avait un rassemblement donc, de ces populations. Et ensuite, donc ça c'est la deuxième frontière pour elles, c'est voilà, le lieu de passage. Et ensuite, elles partent dans toute la France, et elles partent généralement seules ou à deux. Elles ne parlent pas français, elles ont un écriteau, une étiquette, voilà, indiquant le lieu où elles vont. Et donc, voilà, et on a quand même beaucoup de témoignages sur le fait que bon, voilà, c'est une grande nouveauté, un pays complètement différent, et qu'elles y arrivent voilà, par ces deux lieux, avec ensuite finalement le fait de se retrouver comme ça, projetées en France, dans un univers qu'elles ne connaissent pas du tout. Donc un travail encore sur la frontière, et surtout sur la frontière telle qu'elle est pensée, telle qu'elle est vécue par les migrants, qui est encore un grand chantier, un grand chantier de travail, je crois, pour les historiens, et même donc pour des frontières comme celle entre la France et la Belgique, qui est intéressante aussi parce que c'est aussi une frontière linguistique quand même. De l'autre côté de la frontière à Lille, les gens ne parlent pas français, ils parlent flamand, ils parlent néerlandais. Donc là, on a une vraie frontière linguistique qui est très forte et qui devient de plus en plus forte, étant donné qu'en Belgique aussi, les tensions par rapport aux deux communautés sont de plus en plus fortes. Donc, quand vous débarquez à la gare de Courtrai, qui est à quelques kilomètres à peine de Lille, si vous parlez en français, personne ne veut vous répondre. Moi, j'ai fait l'expérience, il faut parler en anglais. Bon, parce que parler en français, voilà, on ne fera pas l'effort c'est volontaire. Enfin, je caricature, mais quand je suis montée dans le bus, je veux dire ici, si je monte dans le bus, les gens comprennent que je veux un ticket, et même si je parle en français, on se comprend. Là, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je crois qu'on a aussi des renforcements. La frontière linguistique, elle peut être plus forte parfois, surtout dans ces cas-là, qu'une frontière simplement qui serait une ligne. Je vais terminer donc par le dernier point donc de mon exposé, qui est donc cette idée de situation migratoire qui reprend en fait des travaux qui ont été menés, et c'est pour ça que je voulais aussi en parler, qui ont été menés dans le cadre des études coloniales, ou post-coloniales, disons, en France. Et ces études post-coloniales ont beaucoup influencé aussi les travaux sur l'immigration. Donc, il y a là vraiment un apport très très important. Et donc, nous reprenons beaucoup dans nos travaux sur l'immigration des termes, des mots qui ont été mis au point, j'allais dire, dans les études postcoloniales alors bien sûr il y a Saïd, mais il y a aussi donc en France des sociologues qui ont travaillé sur cette question et qui donc ont essayé de penser la colonisation en essayant de quitter en quelque sorte des études qui étaient des études qui voyaient d'un côté les colons, de l'autre côté les colonisés, et d'essayer donc de repenser ce que donc ils ont appelé la rencontre coloniale et aussi la situation coloniale. C'est-à-dire de considérer qu'on a quand même des gens qui vivent longtemps ensemble, qu'il y a bien sûr des résistances, qu'il y a des tensions, mais qu'il y a aussi des zones de porosité, qu'il y a aussi des gens qui sont à la frontière entre ces deux mondes, et en travaillant notamment donc sur les questions du métissage qui existent et qui ne doivent pas simplement être pensés en termes de législation, enfin, c'est-à-dire de savoir à quelle communauté ils appartiennent, mais aussi en termes de passeurs, de médiateurs, travailler sur les quartiers, travailler aussi sur la perception des corps, sur la perception des vêtements. Donc tous ces travaux donc, sur la rencontre coloniale et puis la situation coloniale surtout ont été très importants. Et donc nous importons, j'allais dire, ces concepts dans le domaine donc, de l'histoire des migrations. Il y a un sociologue français, donc, qui a Georges Ballandier, donc, qui a défini ce qu'il a appelé donc, la situation coloniale, en considérant donc qu'il s'agissait d'une situation totale
qui devait être pensé dans sa diversité, dans ses contextes, et que donc il fallait aussi penser donc qu'il y avait de la part qu'il y avait une asymétrie, bien sûr qu'il y avait une différence, mais qu'il fallait aussi s'intéresser à la façon dont les colonisés avaient négocié aussi leur rapport avec les colons, et pas simplement subi, hein, mais qu'il y avait aussi donc des situations de négociation, d'accommodement dans cette situation. Et donc cette idée donc qu'il ne faut pas simplement penser donc les deux communautés en termes de résistance ou de domination, hein, mais aussi en termes de rapport. On l'a transposé donc dans le domaine des migrations, et notamment donc pour reprendre l'étude que j'ai faite que je suis en train de faire donc sur ces migrantes polonaises. Certes, il y a une domination, certes là vraiment elles sont dans des conditions de travail souvent très très difficiles, mais elles ont aussi, on voit à travers ces lettres, ces récits, comment elles ont une certaine autonomie, comment elles essaient de se débrouiller, comment elles essaient de négocier cette situation, comment aussi elles contournent, elles biaisent avec leur volonté malgré tout donc justement d'être rémunérées, d'obtenir des améliorations, de changer de travail. Donc il y a malgré tout donc on le voit une compréhension, une volonté aussi donc de comprendre comment fonctionne l'autre pour voir comment cela se passe. Donc cette question des situations est certainement aussi un moyen d'intégrer peut-être plus que nous ne l'avons fait donc ce qui est donc de l'ordre du culturel aussi, de la représentation, du vécu que évidemment les historiens au départ donc travaillaient assez peu. Nous travaillons beaucoup maintenant aussi avec une notion, et là je pense plutôt aux travaux aussi sur l'exil, avec donc ce que nous appelons, alors nous sommes toujours très fiers d'intégrer des termes anglais, donc nous ne traduisons pas donc ce qui s'appelle, mais je pense que le terme vous le connaissez peut-être parce qu'il est assez courant, c'est ce qu'on appelle le third space, c'est-à-dire un troisième lieu ou un troisième espace, hein. Ce sont les idées du concept de Omibama, donc, qui montre comment donc dans un processus d'acculturation, les migrants donc ne reproduisent pas leur culture d'origine, ne prennent pas forcément toute la culture d'arrivée, mais créent donc une communion, une fusion. Hein, donc il y a toujours quelque chose qui se crée. Donc on est dans un processus évidemment constamment de création, et cette création donc serait ce troisième lieu ou espace. Donc voilà ce que je voulais vous présenter donc assez rapidement comme voilà, à la fois réflexion sur notre travail d'historien en général, mes pratiques à moi, et puis la façon dont on essaie de les présenter à nos étudiants en France. Voilà.